Fréquence Caraïbes, 89.5, 89.5 et 106.6 en FM. Bonjour tout le monde, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur Radio Fréquence Caraïbes, émettant depuis le 1 boulevard du bord de mer sur le territoire de la ville du Carbet, sur nos deux fréquences respectives, 89.5 et 106.6 en FM. Sans oublier bien évidemment le www.rfc.com.fr pour les mamalaks à côté de nous, l'autre bord, nous salut tout le monde là. N'oubliez pas aussi nos réseaux sociaux, d'aller liker Instagram, Facebook. Et sachez aussi que vous avez la possibilité de réécouter en tout cas en replay nos émissions sur notre page web. Comme annoncé justement sur nos réseaux sociaux, nous recevons ce matin donc le directeur de la DAC, Monsieur Pomez. Bonjour Monsieur Pomez. Bonjour à vous et à vos auditeurs. Merci d'être avec nous donc sur Radio Fréquence Caraïbes. Voilà, j'ai voulu vous rencontrer, discuter avec vous parce que c'est vrai que la DAC c'est une institution bien implantée en Martinique, mais on a l'impression que les Martiniquais, enfin une partie des Martiniquais ne sait pas à quoi sert la DAC. On vous rencontre partout, c'est vrai qu'il y a sur beaucoup d'événements. Il y en a d'ailleurs de plus en plus en Martinique d'événements. Mais avant de parler justement donc de tous ces événements, de ce que vous faites, est-ce que vous pourrez vous présenter la DAC? C'est quoi la DAC? Eh bien, la direction des affaires culturelles qu'on appelle la DAC, qu'on appelait avant la DRAC. C'est ça. Pour ceux qui ont connu ces moments-là, c'est juste un service du ministère de la Culture qui est décliné ici en Martinique, puisque la mission de la direction des affaires culturelles, c'est de mettre en œuvre la politique du ministère de la Culture, mais adaptée à la réalité de notre territoire. Très bien. Alors justement, le territoire local, vous dépendez donc du ministre de la sous tutelle, c'est ça qu'on dit? Comment on dit ça? Un service déconcentré. En fait, nous représentons toute l'équipe de la DAC, les services du ministère à Paris, et au lieu que tout soit géré depuis Paris, eh bien, nous sommes la représentation ici localement. Très bien. Donc cette institution existe depuis, on va dire, des années. Depuis plus de 40 ans. Oui. 60 ans pour le ministère de la Culture et 40 ans pour ce qu'on appelle les DRAC et les DAC, c'est-à-dire les services qui sont au plus près des territoires. D'accord. Avant de revenir à l'institution en elle-même, parlons un peu de vous. Comment on devient donc directeur? Quel est votre cursus? Comment on devient directeur de la DAC? À la fois par hasard et par envie et surtout par passion. Je crois qu'aujourd'hui, il faut peut-être le dire à notre jeunesse qui des fois cherche des métiers. Il y a des métiers dans la culture. D'accord. Et ces métiers, ils allient à la fois des compétences techniques, de gestion de ressources humaines, de management, de connaissance des politiques publiques, à ce que j'appellerais une passion. Vous pouvez avoir une passion pour la musique, le cinéma. Il se trouve que moi, c'est la passion pour le théâtre. J'ai eu la chance, quand j'étais au collège, de participer à des ateliers théâtre, collège, lycée, de faire un conservatoire, et puis ensuite de me tourner vers les métiers de la culture. Donc j'ai eu la chance de travailler à l'étranger, dans d'autres pays. C'est fascinant de ne pas être dans des endroits où c'est votre culture, où vous êtes pour le coup l'étranger qui arrive. Donc j'ai travaillé dans des pays comme l'Europe de l'Est, comme l'Afrique du Nord, et j'ai pu diriger ce qu'on appelle des instituts français. Vous savez, c'est le rayonnement de la France à travers le monde. À travers le monde, il peut y avoir des alliances françaises, et puis il y a des instituts français. Et bien moi, j'ai eu la chance d'être attaché culturel dans des ambassades et de diriger des instituts français avant d'être nommé en Martinique pour travailler à la fois sur ce territoire et
donc de garder, vous savez, cette appétence pour la coopération régionale. D'accord. Nous avons une grande appétence pour pouvoir travailler avec la Caraïbe, avec nos voisins, dans une dynamique régionale, voire même plus. Notre musique est extrêmement connue aux États-Unis, en Amérique du Nord, etc. Donc, je crois qu'il faut réinvestir ces réseaux de coopération. D'accord. Lorsque vous étiez comme ça à l'étranger, qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre émission? Est-ce que c'est pour justement avoir gardé le réseau des Français qui sont là-bas, quel que soit là où vous êtes? Quelle était la mission? Alors, on a plusieurs missions. Vous savez que la France a des coopérations. Elle peut avoir des coopérations militaires, elle peut avoir des coopérations de justice, elle peut avoir des coopérations économiques. Eh bien, nous, l'Institut français, c'est 3 types de coopération. C'est la coopération culturelle, c'est-à-dire comment faire, par exemple, des coproductions au cinéma, comment coproduire des films ensemble, comment travailler en coopération culturelle avec le pays dans lequel on est. Le deuxième, c'est la coopération universitaire, c'est de pouvoir avoir des échanges de chercheurs, des échanges d'enseignants, des échanges d'étudiants. Et puis la troisième, c'est une coopération éducative. Tout l'enjeu, c'est de travailler sur la langue française, mais aussi plus qu'une langue, la question de la francophonie. Moi, c'est en travaillant à l'étranger que j'ai pris conscience de ce que c'était la francophonie. Vous savez, quand je remettais des palmes académiques ou des décorations arts et lettres, quelqu'un m'a dit en Roumanie, mais vous savez, le français a été dans ma vie le seul espace de liberté dans ma tête au moment de la dictature. Ça a été la langue de refuge. Ça a été la langue où j'ai pu rêver. Donc, ça m'a sensibilisé énormément sur la coopération que nous pouvons avoir autour du plurilinguisme, autour des différentes langues, dont la langue française. Très bien. Comment vous êtes arrivé en Martinique? C'est suite, il y avait un poste vacant, comment on dit ça? Exactement. Moi, je suis donc au ministère, je suis un fonctionnaire du ministère de la Culture, et après mes épisodes à l'étranger, j'ai regardé quels étaient les endroits où on pouvait travailler, et j'avais constaté que, contrairement à l'Hexagone et puis à La Réunion, où il y a des conseillers diplomatiques auprès du préfet, eh bien, ni en Guadeloupe, ni en Martinique, le préfet n'avait de conseiller diplomatique. Alors, je lui ai dit, écoutez, si votre profil m'intéresse, c'est-à-dire à la fois l'envie de travailler sur la culture ici en Martinique, mais aussi de pouvoir mettre cette culture en réseau, en rapport avec toute la Caraïbe, et puis dans le cadre de la coopération. Vous découvrez la Martinique dans l'état qu'il était, culturellement parlant. Quels étaient vos premiers ressentis? Mais écoutez, j'ai d'abord une autre expérience en Outre-mer, puisque j'ai travaillé une dizaine d'années à La Réunion. D'accord. Donc la question de la culture, ou de la culture, même avec un K, ne m'est pas étrangère. Et donc je suis arrivé dans une période bien particulière, parce que c'était la période juste avant l'arrivée de la crise Covid. D'accord. Et ce n'est pas rien pour notre territoire, parce que je vous rappelle que dans les 3 dernières années, nous avons vécu une crise sanitaire. Nous avons vécu une crise mémorielle. Je vous rappelle qu'on a eu des statues déboulonnées, des plaques d'églises vandalisées, des monuments aux morts qui ont été saccagés. Et puis nous avons vécu, je vous le rappelle, une crise sociale. Donc nous avons un enjeu très important sur l'emploi de nos artistes, de nos musiciens ici en Martinique. Donc vous voyez, je suis arrivé dans un contexte bien intense. D'accord. Qu'est-ce qui, selon vous, a changé de l'époque de l'ancien ministre de la Culture qui a créé Jack Lang? Qu'est-ce qui a, selon vous, évolué au niveau culturel? Alors, beaucoup les pratiques culturelles. Les pratiques des Martiniquaises et des Martiniquais ne sont plus forcément les mêmes. Il y a des pratiques qui demeurent. Nous avons fait une enquête sur les pratiques culturelles ici, d'accord, en 2019, juste avant la Covid. Et nous avons remarqué qu'il y a des pratiques qui fédèrent toutes les générations. C'est le créole, les structures traditionnelles, bélets, chanter Noël, etc. Et puis qu'il commence à y avoir des pratiques qui commencent à se cliver, c'est-à-dire à être très différentes d'une génération à l'autre. Nos personnes nos aînés vont garder le rapport peut-être à l'écran télé, alors que notre jeunesse va avoir d'autres pratiques plus liées à des tablettes, à des supports. En tout cas, par exemple, l'enquête montre que plus de 35% de nos jeunes vont chercher l'information sur les réseaux sociaux et non plus sur des médias traditionnels ou choses comme ça. Donc, vous voyez,
pratiques culturelles ont vraiment changé, et notamment ce que j'appelle la culture à domicile, c'est-à-dire la radio, la télé, les abonnements à des plateformes de cinéma à la demande, etc., des choses comme ça. Donc les pratiques culturelles évoluent énormément. Et puis si vous voyez l'impact de la crise sanitaire, c'est que vous voyez bien que notre façon d'agir avec le monde de la nuit, nous ne sommes plus dans la même façon. Avant, vous aviez, je sais pas moi, le restaurant, on allait boire un verre derrière, ensuite on avait des établissements de nuit. Aujourd'hui, vous avez plus, par exemple, ce que j'appellerais des restaurants festifs. Vous mangez au restaurant, mais vous restez plus au restaurant parce qu'il va mettre un concert, il y aura quelque chose qui va se passer. Nos rapports au temps de la culture, des loisirs ont complètement été bouleversés ces dernières années. Très bien, ça a évolué effectivement. Est-ce que lorsque vous avez pris votre fonction, on vous a donné ce qu'on appelle une feuille de route, ou bien c'est vous avec votre projet en tant que directeur que vous développez, en tout cas? En fait, c'est une rencontre. C'est-à-dire que moi, j'ai une feuille de route. J'ai une lettre de mission très précise. J'ai un ministère de la Culture qui met en place des politiques culturelles, qui me dit, par exemple, écoutez, votre mission, c'est d'aider à structurer la filière du livre en Martinique. C'est-à-dire, par exemple, soutenir les auteurs, les autrices, ensuite soutenir les maisons d'édition qui vont sortir les livres, ensuite soutenir les lieux où on va pouvoir trouver ces livres, donc les bibliothèques, les médiathèques, ensuite soutenir les lieux de salons littéraires, etc. Donc vous voyez, on me demande, dans chaque domaine, le livre, le cinéma, l'archéologie, la musique, la danse, le théâtre, tous les domaines, on me demande à chaque fois d'agir avec une feuille de route précise. Par contre, la manière dont je vais travailler, suivant les acteurs que je vais rencontrer, ça va être très différent. Si j'ai des auteurs et des autrices qui écrivent en créole, je vais soutenir la parution, les maisons d'édition de livres en créole. On va soutenir les librairies. Les librairies dans l'Hexagone, elles travaillent à flux tendu. Vous commandez un livre, ça vous est livré. Ici, on a besoin de lieux de stockage quand on reçoit les livres. Et donc, du coup, les critères qui seraient ceux de l'Hexagone ne sont pas les critères à pratiquer ici en Martinique. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous avons besoin, même si ma feuille de route, elle est là, elle est identifiée, elle est celle du ministère de la Culture, mais la façon dont nous allons la mettre en œuvre dépend des artistes, des acteurs culturels et de notre réalité. Très bien. Alors justement, vous avez cité quelques points sur les différentes thématiques, les différents secteurs culturels. C'est assez large, tout ce que vous touchez. Comme vous disiez, c'est aussi bien librairie que musical, que voilà. C'est une longue palette qui a évolué d'ailleurs, qui s'est, comment vous dire ça, qui a progressé. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a élargi le champ de la culture. Un exemple tout simple. Il va y avoir les Jeux Olympiques. La France accueille l'année prochaine les JO à Paris. Oui. Eh bien, nous, qu'est-ce qui se passe? Il y a une nouvelle discipline aux Jeux Olympiques. Parmi ces nouvelles disciplines, il y a le breakdance. Oui. Eh bien, ça nous a donné l'opportunité de soutenir la création d'une école de breakdance en Martinique, et qu'on faisait peut-être pas ça il y a 10 ans ou il y a 15 ans. C'est-à-dire qu'on évolue avec les pratiques culturelles, avec la création. Ce sont les artistes qui nous font évoluer, qui nous demandent beaucoup d'exigences. Et vous avez beaucoup de secteurs où on innove et où, à un moment donné, la création change énormément. Donc oui, le secteur est en permanente mutation. Et donc notre travail, c'est d'être à l'écoute de ce que j'appelle les jeunes talents. L'émergence aussi de ceux qui sont en train de créer, nos créateurs d'aujourd'hui qui feront le patrimoine de demain. Donc vous avez raison, on a tout le champ, depuis le secteur des patrimoines, et notre territoire est riche d'un patrimoine extraordinaire. Quand je passe de patrimoine, je pense au patrimoine bâti, je pense au patrimoine archéologique. Nous avons une diversité de sites, depuis des sites amérindiens jusqu'à des sites coloniaux, etc. Enfin, je veux dire, on a une diversité assez incroyable. Donc de ce patrimoine jusqu'au patrimoine culturel immatériel, qui est très important pour nous, l'oralité, le bélé, le la sauté, les pits, toute notre tradition des jardins, etc., dont on pourra reparler. Donc il y a du patrimoine culturel immatériel. Donc j'ai tout ce secteur des patrimoine avec les monuments protégés, ce qu'on appelle les monuments historiques ici en Martinique, jusqu'au secteur de la création, dont on a parlé tout à l'heure, les arts visuels, le cinéma, enfin tous les champs de la culture. Alors, Monsieur Bourgmestre, revenons 2 minutes à cette fameuse crise, la Covid, qui a touché énormément donc les personnes de ce secteur, notamment le domaine culturel. Comment vous êtes venu d'abord en amont, et ensuite après, comment ça vous avez géré
géré la crise avec les personnes concernées de ce secteur? Le secteur de la culture a été le plus touché. Pourquoi? Lorsqu'on a dû fermer, quand on a fermé les théâtres, les cinémas, les lieux, les artistes, nos artistes ici, et vous savez qu'on a une majorité, par exemple, d'artistes musiciens. Qui sont présents en Martinique, qui font un travail extraordinaire. Bien, à un moment donné, ils n'ont pas pu exercer leur activité. Et notre grande difficulté, et c'est pas valable qu'en Martinique, c'est que nous avions, avant la Covid, une économie, je vais vous parler très franchement, de la main à la main, par exemple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrat, on vient jouer, on joue le vendredi soir, le samedi, le dimanche, on peut jouer dans des hôtels, on peut jouer dans des restaurants, on peut jouer dans des lieux familiaux, peu importe. Mais tout ça était une économie qui était une économie de la main à la main. Et lorsqu'il y a fallu venir en aide, lorsqu'il a fallu soutenir, eh bien, c'était des collègues, des artistes qui n'avaient aucun droit, qui se retrouvés avec aucun droit, pas de papier pour justifier. Voilà. Parce que la règle, ça aurait été quoi? Ça aurait été de dire, je suis un hôtel, j'avais un concert, j'annule le concert, j'honore le contrat, je rémunère les artistes et je vais chercher ce qu'on appelait le chômage partiel pendant la crise. Je vais chercher les aides ou le fonds de solidarité pour aller chercher le complément. Mais qu'est-ce qui s'est passé chez nous? On a annulé et puis c'est tout. On leur a dit, c'est annulé. Et donc, nos artistes se sont retrouvés sans droit. Et c'est ça qu'on a travaillé là ces dernières années avec beaucoup de partenaires comme la collectivité territoriale de Martinique pour retrouver, comment je pourrais vous dire ça, un cycle vertueux, une façon plus honnête en faveur des artistes pour qu'ils aient des droits, pour que ça soit pas, voilà. Donc on fait tout un travail pour que les lieux qui accueillent les artistes aient ce qu'on appelle une licence d'entrepreneur des spectacles, pour que les artistes soient à minima déclarés, pour qu'il y ait des aides à ces artistes. Donc on a signé avec la CTM un dispositif qui s'appelle Café Culture, qui fait qu'on aide à la prise en charge des cachets des musiciens, des chanteurs, des chanteuses grâce au dispositif Café Culture. Vous voyez, on a commencé à retenir les leçons de cette crise sanitaire pour voir comment on pouvait accompagner et professionnaliser le secteur. Alors, vous êtes basé donc à Fort-de-France, donc on l'a pas dit au début. Nos bureaux, oui, sont à Didier, à Fort-de-France. Le personnel de la DAC, c'est combien de personnes à peu près? C'est 25 personnes. C'est 25 personnes sous votre direction, avec, je suppose, par secteur. Exactement, j'ai la chance je travaille avec des gens dont je ne maîtrise pas leur qualité d'expertise. C'est-à-dire que j'ai des archéologues, moi je ne peux pas être compétent à la fois en archéologie, en livres, en cinéma, et j'ai la chance d'avoir une équipe, je dirais à forte valeur ajoutée, forte expertise, donc des collègues qui s'y connaissent, comment ça se passe dans la production des films, comment ça se passe dans le monde de l'édition, comment ça se passe dans le secteur de la danse, dans les musées, enfin vous voyez, je veux dire tous les secteurs, les galeries d'art. Donc j'ai des personnes qui sont spécialisées dans leur domaine et effectivement je coordonne cette petite équipe. Très bien. Donc vous êtes effectivement donc actuellement, donc il y a de l'actualité aussi, donc au niveau de la DAC. Donc récemment, on va revenir un petit peu sur le patrimoine martiniquais, qui est un patrimoine riche. Vous gérez ça comment? Parce qu'il y a, comme vous disiez tout à l'heure, il y a des monuments, il y a des fondations, etc. Comment gère la DAC le patrimoine martiniquais qui est riche et varié? Alors la DAC déjà... Avec peut-être aussi des partenaires. Voilà, le ministère de la Culture déjà fait un travail en lien avec le territoire pour essayer, j'ai envie de dire, de sauvegarder, préserver, restaurer et transmettre aux générations futures ce patrimoine. Et donc nous avons des outils type la protection au titre des monuments historiques. Donc on va nous dire, ce patrimoine, il peut être industriel, il peut être religieux, il peut être civil. On voudrait que l'État le protège. Et donc régulièrement, tous les ans, aujourd'hui nous avons 124 monuments qui sont protégés au titre des monuments historiques. Donc c'est un moyen d'intervenir et ce n'est pas aussi que du bâti, ça peut être du mobilier, ça peut être on a le trésor de l'église de Trois-Îlets par exemple, avec des tableaux, des tapisseries, des choses, ça peut être des objets. Et puis plus récemment, on fait un travail d'inventaire du patrimoine culturel immatériel. Et je vous rappelle la grande réussite de la Martinique avec la YOL, qui a été le premier dossier français qui a été inscrit au registre des bonnes pratiques de sauvegarde à l'UNESCO. Donc ça veut dire qu'on fait aussi tout un travail pour
inventorier, reconnaître le patrimoine culturel immatériel. En ce moment, on travaille avec l'association La Sauté sur, par exemple, sauvegarder, mais pour le sauvegarder, il faut le rechercher, il faut le retrouver, ce qu'on appelle la voix bœuf. Les chants, les chansons, les musiques qui permettaient de tirer les charrettes bœufs, de les faire avancer, reculer, etc., s'arrêter ou freiner. Et donc, vous voyez, on est obligé d'aller des fois rechercher du patrimoine qui a été oublié. On va aller vers les maîtres bellets, on va aller vers des gens, on va aller rechercher ce patrimoine pour le sauvegarder, en faire l'inventaire pour pouvoir le transmettre et éventuellement le restaurer. Très bien. Donc aujourd'hui aussi, il y a aussi des fouilles qui se sont passées récemment. Je ne sais pas si c'est toujours en cours, il me semble, du côté de la Savane. Oui, on termine les fouilles. On en a qui sont en train de se terminer sur le Club Med. Ouais. Vous savez que le Club Med à Sainte-Anne est en train de s'étendre. Et nous avons organisé des fouilles. Nous avons des fouilles positives dans le sens où nous avons trouvé des sépultures amérindiennes. Nous avons des choses qui vont pouvoir enrichir la connaissance de notre histoire en Martinique. Nous avons des fouilles aussi à Fort-de-France, sur le parking de la Savane, qui sont en train de se terminer, où là aussi on a des choses très 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 concluantes. Et puis là, nous sommes sur un territoire, le Nord Caraïbe, qui est un territoire extraordinaire en matière de connaissances et de richesse archéologique sur ce territoire. D'ailleurs, les promoteurs ou les particuliers qui déposent des permis de construire le savent très bien. Dès qu'on creuse un petit peu, qu'on atteint le sol, on peut très vite faire des magnifiques découvertes sur ce territoire. Très bien. Et récemment, vous étiez d'ailleurs du côté de Balata aussi pour... Alors sur Balata, l'église de Balata, qui est un monument qui est protégé au titre des monuments historiques. L'église fait l'objet d'un chantier de restauration, de rénovation, avec le soutien donc de la DAC. Nous agissons sur 2 points. Nous apportons une contribution financière, certes, mais nous agissons aussi en termes de ce qu'on appelle le contrôle scientifique et technique. Nous faisons en sorte que l'esprit et l'architecture de ce monument soient respectés dans sa restauration. Et dernièrement, nous avons fait quelque chose, c'est la première phase, nous avons fait la dépose de la statue du Christ. Vous savez, cette très belle statue qui est au haut de l'église de Balata, qui menaçait de tomber, eh bien, nous l'avons sauvegardée en l'enlevant pour l'instant et en la restaurant avant de la reposer plus tard après les travaux sur l'église. Très bien. Est-ce que selon vous, Monsieur Pomez, nous avons donc, on parle de salles de spectacle, on en a 2 en Martinique, le Tropicatrium et l'espace Aimé Césaire au Grand Carbet, c'est suffisant ou est-ce qu'il faut encore développer des salles, pas forcément au centre, mais dans les communes pour apporter la culture au plus près de la population? La Martinique est confrontée à un phénomène qui n'est pas que valable en Martinique, mais qui est présent chez nous, qui s'appelle la concentration culturelle. La concentration culturelle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'offre culturelle est concentrée sur le centre de la Martinique. Vous n'avez pas de cinéma ni dans le nord ni dans le sud. Vous n'avez pas de librairie ni dans le nord ni dans le sud. Enfin, je ne veux pas vous faire toute la... mais je peux vous montrer que les artistes, les lieux de spectacle, l'offre culturelle est souvent concentrée dans le centre. Et tout notre travail à la DAC, c'est de développer d'autres activités culturelles dans le nord et dans le sud. Donc j'ai envie de vous dire, bien entendu, que je travaille avec des collectivités, je travaille avec la mairie du Prêcheur sur sa petite salle qui est présente au Prêcheur, je travaille avec le Lorrain sur sa salle qui est au Lorrain, je travaille avec la salle de la Trinité, je travaille avec dernièrement la ville de Sainte-Marie qui a envie de conserver son ancien cinéma comme un lieu culturel. Donc vous voyez, je suis en dialogue avec tous les élus, toutes les communes de ce territoire Nord-Caraïbe, parce qu'il y a un manque crucial d'équipement culturel au service de la population. Très bien. Alors, on parlait tout à l'heure donc de jeunesse, etc. Comment faire pour justement les inciter à cultiver justement la culture? C'est une expression un peu bizarre, mais bon voilà. On sent que la jeunesse, ils sont très maintenant réseaux sociaux, donc ils se perdent un peu. Et pourtant, nous avons une culture riche en Martinique et belle. Comment faire pour les capter? Alors on a deux axes de travail. Le premier, c'est qu'on développe ce qu'on appelle l'éducation artistique et culturelle. Avec le rectorat, avec le temps, et là vous le verrez, on a ce qu'on appelle les vacances culturelles. On soutient le fait qu'il y ait de la culture pendant les vacances.
pendant qu'il y a des moments où il y a des colonies de vacances, des centres aérés, des centres de loisirs, tout ça, on fait en sorte qu'il y ait de la culture avec l'intervention d'artistes. Des artistes qui interviennent pendant les temps, soit pour permettre aux enfants de pratiquer, parce que c'est important que les enfants pratiquent. On a eu besoin de ça, vous savez, après la crise sanitaire. On a eu besoin que les enfants s'expriment, soit par, je ne sais pas moi, par la danse, par le ballet, par le théâtre, qu'ils s'expriment après le confinement sur ce qu'ils ont vécu. Donc, l'important pour nous, c'est que les enfants puissent faire, pratiquer, avoir une pratique artistique. Ils peuvent pas tout faire, mais ils peuvent, voilà. Et ensuite, le deuxième qui est très important, si on veut pas que cette pratique s'enferme, c'est permettre aux enfants de s'ouvrir au monde s'ils le veulent. C'est d'accéder à leur propre culture, mais aussi, s'ils le souhaitent, à la culture d'autres, à d'autres endroits. Et donc, pour nous, c'est de leur permettre d'accéder à des œuvres, de pouvoir aller au cinéma, de pouvoir aller dans un musée, de pouvoir aller dans un jardin, de pouvoir s'enrichir de la culture de l'autre. Et puis, le troisième point, c'est que ces jeunes, ils puissent être connectés avec des adultes qui ont fait leur métier. Si c'est aujourd'hui, ce week-end, c'est rendez-vous au jardin, l'idée, c'est qu'ils puissent rencontrer des jardiniers, des paysagistes, des gens qui ont décidé de rester en Martinique et d'en faire leur métier. Pour dire à cette jeunesse qui a tendance à partir de la Martinique, de dire il y a des métiers. Et dans la culture, il y a des métiers pour vous et vous pouvez le faire. Et donc c'est très important, à mon avis, que ces jeunes soient connectés à leur richesse de patrimoine. Je vous rappelle que c'est non délocalisable, hein. Les sites amérindiens, Avivé, Alens-Couleuvre, etc. On peut pas les délocaliser, c'est une richesse locale. Et on peut dire aux jeunes, regardez, il y a des métiers autour de ça. Il y a des métiers pour accueillir le public, il y a des métiers pour restaurer les jardins, pour entretenir les jardins, le patrimoine. Donc voilà, donc je dirais que l'action pour nous, c'est de connecter la jeunesse à son patrimoine de proximité. De retour sous Fréquence Caraïbes, je rappelle que nous recevons donc Monsieur Pomez, le directeur de la DAC, la direction des affaires culturelles ou d'affaires culturelles, comment la direction des affaires culturelles. Des affaires culturelles, basée donc en Martinique. Parlons, Monsieur le directeur, donc parce que vous lancez parfois ce qu'on appelle des appels à projets chaque année. Quels sont les appels à projets de cette année 2023 et quels secteurs qui sont concernés? Vous avez des relations que nous avons régulières avec des acteurs culturels avec qui on passe par exemple des conventions pluriannuelles. Nous avons des dispositifs que connaissent bien les artistes qui sont des aides au projet. Parce que si vous allez voir un concert, un spectacle, il a bien fallu le créer, il a bien fallu le répéter. Et donc une des missions du ministère de la Culture, c'est d'aider à la création de ces œuvres. Voilà, donc ça c'est des appels à projets qui sont réguliers. Et puis on en a des spécifiques qui sont tout au long de l'année. Nous en avons dans des domaines particuliers, par exemple culture et santé. Lorsque des acteurs veulent intervenir en milieu hospitalier, en milieu médico-social, eh bien, à un moment donné, on fait un appel à projet où à la fois l'hôpital et à la fois l'artiste doivent répondre ensemble pour pouvoir, en disant, on veut faire un projet, on a des projets de clown à l'hôpital, on a des projets de fresques murales dans des lieux hospitaliers, etc. Vous avez la même chose dans un autre dispositif qui s'appelle Culture Justice. Donc, c'est par exemple des artistes qui vont intervenir en milieu carcéral ou avec les jeunes de la protection judiciaire de la jeunesse, vous voyez. Donc on a des appels à projets spécifiques tout au long de l'année. Vous les retrouvez sur le site de la DAC ou vous les retrouvez dans une infolettre. On a une petite newsletter, comme on dit en bon français, qui paraît tous les mois, dans lequel on indique tous ces appels à projets. En ce moment, on vient de donner l'idée qu'il y a un atelier de résidence pour tous ceux et toutes celles qui veulent se mettre à écrire un scénario de court-métrage. Et bien, il se trouve que il y a de la formation, il y a un atelier de résidence pour ça organisé par le GREC, qui est des résidences d'écriture. Voilà, donc dans plein de domaines, vous avez tout le long de l'année des appels à projets. Très bien. Deux mots, monsieur le directeur, sur la Fondation du patrimoine. Oui, la Fondation du patrimoine est une fondation nationale. Elle est représentée également en Martinique. Donc, je vous invite à contacter la délégation qui est ici en Martinique et son délégué qui est monsieur Philippe Villard. La Fondation du patrimoine intervient en faveur des propriétaires de patrimoine. Il y a des systèmes de labellisation. Il y a des systèmes de souscription. Par exemple, la Fondation du patrimoine vient de lancer un appel aux dons pour l'église de Balata, dont nous parlions tout à l'heure, pour permettre à tout à chacun, et pas que les paroissiens, tous ceux qui sont
vraiment qui tiennent au patrimoine de la Martinique peuvent venir, quelle que soit leur confession, j'ai envie de dire. Et donc la Fondation du patrimoine fait ce travail-là et elle est plus connue en ce moment grâce au travail qui est fait par Stéphane Bern, qui a une mission qu'on appelle mission patrimoine en péril. Donc le président de la République a confié à Stéphane Bern, une mission pour venir en soutien à des édifices qui sont menacés, mais vraiment de péril. Et donc, chaque année, dans le cadre de ce qu'on appelle le loto du patrimoine, il y a un site emblématique qui est retenu et puis d'autres projets qui sont aussi de territoire retenus. Nous avons déjà le site pour 2023 en Martinique. Il s'agit du magnifique, en tout cas moi je l'adore dans son cachet, petit hôtel de ville du Saint-Esprit, dont vous voyez bien qu'il a besoin d'une rénovation, mais qu'il a un cachet assez formidable. Et puis nous attendons les décisions pour les autres projets pour la Martinique dans le cadre des projets de territoire. Voilà. Donc le loto du patrimoine, nous avons chaque année des projets qui sont retenus pour la Martinique. Très bien. Parlons maintenant, monsieur le directeur, d'actualité. C'est vrai que c'est un mois où il y a beaucoup de choses qui se fait avec évidemment un partenariat ou directement de la DAC, notamment une exposition qui a lieu actuellement qui concerne entre l'art et l'archéologie et puis d'autres encore actualités. Quelles sont évidemment les actualités de la DAC actuellement? Alors là, ce que vous me citez, c'est une action qui s'inscrit dans le cadre qui a été initiée dans le cadre du mai de Saint-Pierre, puisque nous avons eu un mois de mai important. C'est un mois qui est important pour nous dans notre territoire consacré à la mémoire ou aux célébrations mémorielles, mais aussi dans une année particulière puisque la commune de Saint-Pierre fête ou célèbre, on va dire, le centenaire de sa refondation en tant que ville. Et dans ce cadre-là, la ville a initié de nombreuses actions, dont une dont vous parlez, qui est un dialogue entre art et archéologie qui va nous emmener, je crois, jusqu'au 18 juin. C'est ça. Et qui est une exposition que vous pouvez voir. Mais la commune fait également, durant ce week-end, une célébration Maya en honneur aux ancêtres, dans le cadre de Rendez-vous au Jardin. Donc la commune est très investie sur le champ du patrimoine, notamment parce qu'elle fait vivre un label qu'elle a obtenu, qui est le label Ville d'Art et d'Histoire. Très bien. Alors justement, vous me tendez la perche. Rendez-vous au Jardin. C'est ce week-end. Ce concept a été créé parce qu'on a de beaux jardins là-bas, à Paris aussi, mais ici en Martinique, puisqu'on rappelle que ça concerne tous les territoires. Rendez-vous au Jardin qui existe depuis déjà quelques années, je crois, et qui a un certain succès d'ailleurs. Oui, c'est la 20e édition. L'idée, c'est d'en faire un événement aussi populaire que la fête de la musique, par exemple, et de garder l'esprit. Puisque l'esprit, c'est quoi? C'est que pendant 2 jours, il y a des propriétaires publics, dont on a l'habitude, des jardins qui sont ouverts toute l'année, ou ça, privés, particuliers ou des jardins partagés qui à un moment donné certains ne vont s'ouvrir que pour ce week-end. Et on a des petits jardins de propriétaires qui acceptent de dire tiens, je vais ouvrir, même si c'est pas mon métier, ma vocation, je vais ouvrir mon jardin et partager ce moment-là. Donc c'est vraiment l'esprit de cette manifestation de Rendez-vous au Jardin que d'ouvrir des jardins dans leur diversité, et on a 23 jardins qui sont ouverts ce week-end sur tout le territoire de la Martinique, 35 événements. Donc moi j'invite tout le monde à aller soit redécouvrir ces jardins, soit profiter de la thématique que nous avons cette année. La thématique cette année, c'est les jardins en musique, la musique au jardin. D'accord. Et donc vous allez avoir 2 façons de l'approcher, ce thème. Vous aurez des animations musicales. Si vous allez ici au Carbet, au jardin de Lens-la-Touche, ou plus communément appelé le jardin du zoo, du parc zoologique, eh bien vous verrez qu'il y a de l'initiation au tibois. Il y a des moments bélets. Il y a des moments où vous aurez des moments musicaux, notamment au jardin d'Émeraude, je pense au domaine d'Émeraude, où il y aura notamment des flûtes des mornes, des choses qui sont il y aura des instants, j'ai envie de dire musicaux, qui vous seront présentés et qui vous permettront de déambuler en famille dans les jardins, dans une ambiance musicale, dans un rapport, etc. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième qui est très intéressant, c'est que nos jardins en Martinique, ils ont des sonorités.
ils ont des ambiances et qui d'ailleurs sont pas les mêmes entre le jour, la nuit, puis y avoir le vent, on a nos petites grenouilles qui des fois font des choses, on a des oiseaux et donc vous avez de nombreux jardins durant ce week-end qui vont inviter des experts et qui vont vous inviter à reconnaître les oiseaux par exemple. Vous avez un spécialiste qui sera présent au jardin Clément, vous aurez d'autres approches au musée du Père Pinchon, la collectivité territoriale mobilise tous ces équipements. Vous aurez ici sur ce territoire du Nord Caraïbe le CDST, le Centre de découverte scientifique et technique, qui accueillera aussi des ateliers et des animations pour nous sensibiliser à la richesse des sonorités, des sons de nos jardins. Très bien. Et il y a aussi donc rendez-vous incontournable, c'est la fête de la musique et bien évidemment comme tous les 21 juin, là aussi la DAC vient. La DAC n'a plus grand chose à faire parce que c'est un événement et c'est ça qui est formidable, c'est qu'au début nous sommes les organisateurs, nous essayons de coordonner un peu la communication, nous accompagnons, nous le faisons encore sur des événements de patrimoine comme rendez-vous au jardin, mais je l'espère dans quelques années que la population va s'en emparer, comme elle le fait pour les journées du patrimoine, où il y a plus de 40 000 visiteurs pendant les journées du patrimoine. La fête de la musique, c'est devenu un événement, tant en France qu'à l'étranger, dont la population s'est totalement emparée. Et la grande richesse, vous le savez bien, c'est ce dialogue et ce mélange entre professionnels et amateurs, c'est-à-dire tous ceux qui aiment la musique, qui ont envie de la partager, et on a des propositions un petit peu partout sur le territoire. Très bien. Et puis aussi un autre rendez-vous ce mois-ci qui concerne un peu l'archéologie, je crois. Tout à fait. Ce sont les journées européennes de l'archéologie. Tout ça, c'est le 3e week-end de juin. Et donc, ces journées de l'archéologie, elles sont là pour sensibiliser notamment notre jeunesse au patrimoine archéologique. Je vous l'ai dit, il est très très varié. Et nous avons même mis en place des archéocapsules. C'est quoi ? C'est des petites expositions itinérantes. Qui peuvent aller dans les lycées, dans les établissements scolaires pour sensibiliser à l'archéologie et aux découvertes que nous faisons ici en Martinique. Très bien. Il y a aussi dans votre mission un volet formation parfois qui existe. Oui, on soutient la dimension formation et notamment formation professionnelle. Vous savez que la compétence dans le domaine de la formation, c'est la collectivité territoriale de Martinique. Y compris, j'ai envie de dire, dans les enseignements artistiques, les écoles de musique, les endroits où on peut apprendre tout cela. Et nous, au niveau de l'État, nous avons la formation supérieure, l'enseignement supérieur. Et nous avons la grande chance, ici en Martinique, d'avoir la seule école supérieure d'art de la Caraïbe, au standard européen, qui est le Campus caribéen des arts, dont nous avons un partenariat et une tutelle sur cette école d'enseignement supérieur. Très bien. Un petit mot aussi sur les jeunes du lycée Schellcher qui a rendu aussi hommage à Molière. Oui, ce qui est intéressant, c'est que dans le nouveau lycée Schellcher, dans son architecture, il y a une petite salle de spectacle, mais qui n'est pas une salle de spectacle pour diffuser, qui est une spectacle adaptée pour apprendre le théâtre, donc qui est un lieu, etc. Et donc nous avons une classe à option théâtre, de même que vous pouvez avoir des options danse, vous pouvez avoir une option cinéma, quand on fait ses études, on peut prendre des options artistiques. Mais là, il y en a une au niveau du lycée Schellcher, une option théâtre, et il se trouve que c'est une belle reconnaissance pour eux. Ils ont fait un travail sur Molière dans le cadre d'un appel à projet de la Comédie Française et qu'ils ont remporté un prix et on est très heureux que les jeunes s'emparent aussi de textes de répertoire pour le vivre aujourd'hui avec leur actualité. Très bien. Vous aussi revenez aussi parfois pour des démarches en termes d'aide, de subventions aussi. Comment vous procédez ? Eh bien en fait, souvent la DAC n'est pas vraiment ce que je pourrais appeler un guichet de subvention. En fait, j'ai la chance d'avoir des collaborateurs et des collègues qui accompagnent des projets. Et souvent, on vient nous voir en disant j'ai ce projet-là, comment vous pourriez nous accompagner ? Et c'est souvent mes collègues qui disent mais on pourrait faire appel à tel fonds, il y a des fonds européens pour ça, ou il y a telle subvention possible, tel dispositif possible. Donc on est plutôt dans une logique d'accompagnement de projet et il y en a de nombreux en Martinique et on est là pour ça. Deux mots aussi, monsieur le directeur, sur ce qu'on appelle les labels, puisque oui. Vous êtes aussi concerné, la DAC. Oui, nous avons différents types de labels, quels que soient les secteurs. Oui. Vous avez des labels dans le domaine du patrimoine. Par exemple, je peux vous en donner un, c'est la Maison des Illustres. Nous avons des lieux qui ont accueilli des hommes et des femmes qui ont bâti la Martinique et pour lesquels nous reconnaissons ces lieux. Et la dernière Maison des Illustres qui a été labellisée, c'est la maison Édouard Glissant au diamant.
D'accord. Et donc voilà, donc on la reconnaît dans ce qu'elle a. Bien sûr, vous avez la maison d'Aimé Césaire, vous avez le bureau d'Aimé Césaire qui est maison des illustres. Vous avez voilà, donc vous avez des labels. Vous avez le label Ville d'art et d'histoire dont nous avons parlé. Nous avons des labels d'architecture contemporaine remarquables. C'est pour reconnaître les édifices de moins de 100 ans ici en Martinique qui ont une valeur architecturale. Vous savez qu'il y a eu un courant moderniste. Nous avons des belles réalisations en Martinique. Donc vous avez des labels dans le domaine du patrimoine, mais vous avez aussi des labels dans le domaine de la création. Donc vous avez un label que vous connaissez bien puisque Tropicatrium Scène Nationale est un label qui fait partie des 77 scènes nationales. Et puis vous avez 2 labels qu'on est en train de choses qu'on est en train de reconnaître. On a les scènes conventionnées d'intérêt national. On en prépare une avec la Maison du Bellay dans le Nord, à Sainte-Marie. Et l'idée c'est pas forcément, moi je suis pas là pour vendre des labels, c'est pas important. Mais quand vous êtes une scène conventionnée, lorsque la Maison du Bellay va être scène conventionnée, elle va appartenir à un réseau. Elle va pouvoir faire en sorte que des artistes martiniquais soient programmés depuis la Maison du Bellay dans d'autres territoires ailleurs. Elle va pouvoir recevoir d'autres artistes d'Afrique, de Caraïbes, etc. Donc pour moi, un label, c'est de faire en sorte que nos équipements ne soient pas isolés, mais que notre culture et la création puissent rencontrer d'autres artistes et d'autres territoires. Très bien. Vous avez aussi de la documentation qu'on peut retrouver aussi sur le site de la DAC, différentes documentations aussi. Oui, sur le site de la DAC, vous aurez plus. Alors, vous avez. Nous ne sommes pas une bibliothèque universitaire, donc nous avons des chercheurs qui viennent de chercher de la documentation spécifique. Donc, ça se fait sur rendez-vous à la DAC. Donc, vous avez des jeunes étudiants à l'Université des Antilles qui font, je sais pas moi, des recherches en archéologie et qui viennent à notre centre de conservation et d'études. Vous savez que nous avons un lieu où nous gardons toutes les fouilles, tout ce qui a été retrouvé, et que les chercheurs font un travail autour de ces objets, de tout ce qui a été retrouvé. Donc nous accueillons des chercheurs, des chercheuses à la DAC sur rendez-vous, et ensuite nous avons un site internet qui est plus, j'ai envie de dire, pour retrouver les grandes informations et les appels à projets. Très bien, on a bientôt terminé. Monsieur Pomez, je voulais avoir votre avis sur, parce que la Martinique c'est un territoire qui vit culturellement, il y a de plus en plus d'événements en Martinique, de nouveaux événements d'ailleurs. Quel est votre regard sur ça, sur tout ça? Eh bien, j'essaye de faire en sorte que ces événements ils soient structurants. Vous avez ce que j'appelle de l'événementiel pour de l'événementiel. Vous faites 2 jours rendez-vous au jardin et puis c'est fini. Et puis vous avez ceux qui disent je profite de rendez-vous au jardin, comme ce qui est en train de se passer à Fort-de-France à la Savane, pour faire un jardin participatif sur la Savane, où on demande aux gens d'apporter des plantes. Et du coup c'est une action qu'on lance pendant l'événement, mais qui va se continuer tout au long de l'année. Et je le dis souvent, c'est pas la peine de faire un festival pendant 2 jours de cirque s'il n'y a pas d'école de cirque à l'année pour permettre à nos enfants d'aller pratiquer cet art. Donc vous voyez, je fais en sorte que ces événements soient connectés à quelque chose de structurant, de durable, soit parce que c'est l'aboutissement de quelque chose, soit c'est une classe qui a travaillé toute l'année et bien elle arrive à la fête de la musique et elle valorise son travail à la fête de la musique, soit c'est quelque chose pour lancer quelque chose de durable durant toute l'année. Mais c'est vrai que souvent les gens aiment bien le festival, ce temps fort, ce moment festif, etc. Mais je crois qu'il faut permettre à ce que la culture se fasse toute l'année. Et moi, je défends une culture saisonnière, une culture de saison. D'accord. Comme quand vous avez des fruits de saison. À un moment donné, si vous voulez écouter des chantés Noël, excusez-moi, c'est pas au mois de juillet. À un moment donné, si vous voulez venir faire le carnaval, bien sûr qu'on pourra recréer pour les touristes, mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de dire que la Martinique, elle a des moments de vie culturelle bien ancrés à des périodes de l'année et à des périodes de son histoire. Et ça, c'est important de le défendre. Et puis qu'il peut y avoir des événementiels autour de cela, bien entendu. Très bien. On va terminer avec Monsieur Pomez. Est-ce que la DAC aussi a des projets à venir? Vous créez des projets chaque année ou bien comment ça fonctionne chez vous? Alors on nous demande de travailler, écoutez bien, à des stratégies pluriannuelles. On nous demande sur 4 ans de dire qu'est-ce qu'on va faire, etc. Le territoire change tellement et les artistes changent tellement. Ce qui est important, c'est que, vous voyez, on va contractualiser avec la collectivité territoriale de Martinique. Ça s'appelle le CCT, le contrat de convergence et de transformation. On va se mettre d'accord avec la CTM pendant 5 ans. D'accord. Quels sont les grands projets d'investissement, d'équipement qu'on veut soutenir. Donc oui, effectivement,
on va un peu planifier, mais surtout ce qui nous fait vivre, je vais vous dire ce qui nous fait vivre, c'est les créateurs qui viennent nous voir et qui nous disent, moi j'ai le projet de faire tel spectacle de marionnettes, moi j'ai le projet de créer un musée ici, moi j'ai le projet de faire un studio là et de travailler sur les jeux vidéo, moi j'ai ceci. Je veux dire, ce sont les créateurs, les talents de Martinique qui viennent nous bousculer et qui viennent nous parler de leur projet. En parlant de créateurs, vous avez senti un engouement, un développement, il y a de plus en plus de créateurs depuis que vous êtes en poste ou... Je sens à la fois une vitalité du territoire, une envie des jeunes, et en même temps la difficulté de ces jeunes à trouver des producteurs, des gens qui leur font confiance, de trouver des coproductions. C'est pas du tout évident. À parfois des jeunes qui sont obligés de quitter la Martinique pour aller, je sais pas moi, aux États-Unis, dans l'Hexagone, trouver des pistes pour leurs projets. Et tout mon travail, c'est de les faire revenir, c'est de les faire dialoguer entre ce qu'ils peuvent faire en Martinique et ce qu'ils peuvent faire ailleurs. Très bien. Je vais vous laisser le mot de la fin, Monsieur Pomez, mais est-ce que quel serait votre, c'est pas un vœu, un souhait, à votre niveau pour la Martinique, culturellement parlant? Culturellement parlant, je fais en sorte que la Martinique conserve son patrimoine culturel. Par exemple, vous êtes peut-être au courant, là dans ce nord, on expérimente un beau projet qui est le fait de financer les conteurs dans les veillées funéraires. Vous voyez, c'est pas du spectacle, c'est pas du etc. Et pourtant, c'est une tradition bien ancrée qui a failli disparaître. Et si on n'y fait pas attention, si on ne crée pas les conditions de la transmission, c'est-à-dire que nos vieux conteurs, ceux qui transmettent les techniques, puissent continuer à aller partager ce moment-là, eh bien, si on ne le fait pas, on va avoir ce que j'appelle du patrimoine perdu. Mais c'est valable aussi avec nos facteurs de tambour. On n'a plus que 5 facteurs de tambour, tambour-belay. Comment se passe la transmission? Comment on fait pour transmettre là? Donc j'ai une envie, c'est que ce territoire, il a une richesse, y compris en matière patrimoniale, culturelle, immatérielle, et il faut absolument l'identifier, la sauvegarder et la transmettre dans une modernité. Quand je vous dis ça, je vous dis quoi? Je vous dis qu'en mars, on a été organisé un stage pour former des conteurs, justement. D'accord. Eh bien, les conteurs dans les veillées funéraires, auparavant, c'était des hommes. Il se trouve que là, en mars, il y a eu 8 conteuses qui sont venues, 8 femmes. Donc, j'ai envie de dire, la tradition se transmet avec ce qu'est la société martiniquaise aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des femmes et des hommes qui peuvent être des conteurs et des conteuses et qui vont continuer à transmettre ces traditions. Voilà un peu, pour moi, l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'il y a une richesse en Martinique et qu'il faut absolument travailler sur la transmission, tout en restant, mais ça c'est mon regard, vous voyez, de directeur des affaires culturelles, tout en permettant aux jeunes d'accéder à la culture de l'autre s'ils le souhaitent. Il ne faut absolument pas enfermer des gens dans une seule pratique. Il faut que les gens puissent être fiers de leur culture et aussi fiers de pouvoir s'ouvrir à celle de l'autre. C'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle les droits culturels. Très bien. Merci, Monsieur Pomez, d'être venu dans les studios de Radio Fréquence Caraïbe. Il y a quand même tellement de choses encore à dire, mais vous reviendrez. Merci à vous pour votre accueil et merci à vos éditeurs de Radio Fréquence Caraïbe. À bientôt. Fréquence Caraïbe, la radio de proximité toujours plus proche de ses auditeurs. 24h sur 24.